Bonjour, je m'appelle Reiko Hasegawa, je suis chercheuse rattachée au Crisis Lab, Sciences Po, et aujourd'hui, aujourd'hui, je vais parler de ce que dit la recherche, en fait, ce qu'elle dit la recherche sur la population en situation de crise. Oh, pardon. Oui. Et donc, ma présentation aujourd'hui est basée sur la recherche qui a été menée depuis des années en sciences humaines et sociales et aussi appuyée sur la revue de la littérature. Oh, pardon, c'est plus facile, pardon. Merci. Revue de la littérature sur la population, dont le résumé est normalement disponible aujourd'hui. Et cette présentation aussi nourrit. Pardon, Reiko, vraiment plus près. Sur le menton, ça marchera mieux. Oui, super, pardon. merci beaucoup. Oui, ok. Ok, et là. Et oui. Donc, merci. Donc, la présentation est aussi nourrie par les études que j'ai menées après le tsunami de Tohoku et la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011. Et par ailleurs, aussi, ma réflexion est nourrie par mes propres expériences sur le terrain. Donc, avant de travailler comme chercheuse, j'ai travaillé surtout dans les opérations humanitaires, donc dans de nombreuses guerres civiles, mais aussi dans une catastrophe naturelle, notamment lors du tsunami de l'océan Indien en 2004. Donc, j'étais avec Agence des Nations Unies pour les réfugiés, donc HCR. J'étais aussi avec l'Agence japonaise de développement, donc équivalent de l'agence l'AFD équivalent. Donc je viens aussi de l'opération. Donc ma présentation est nourrie par justement ce qu'elle dit la recherche, mais aussi mes propres expériences de terrain. Alors, aujourd'hui, donc, je voudrais parler sur les 3 éléments concernant les populations en situation de crise. Premièrement, je voudrais parler un petit peu de ces 3 mythes qui ont été évoqués par Olivier tout à l'heure. Et je voudrais parler de ces mythes, notamment, le premièrement, c'est le panique et la passivité des citoyens en cas de crise. Et troisièmement, comportement déviant. Donc, ce sont les 3 mythes. Et deuxièmement, je voudrais parler un peu de la participation citoyenne à la gestion des catastrophes, quelle forme de participation possible, mobilisation possible en cas de crise. Et troisièmement, je voudrais évoquer les défis de cette collaboration. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, premièrement, les résultats de recherche sur le comportement de population. Le premier mythe, c'est en fait la recherche dit sur la panique, c'est la population panique rarement. Et ce qu'on appelle panique est souvent attaché à une signification sous-jacente, c'est que ce comportement irrationnel en fait. Mais donc la panique, autant que comportement irrationnel, est rare en situation de catastrophe. Les citoyens restent raisonnables. Ils ne changent pas de comportement juste parce qu'une catastrophe arrive. Deuxièmement, si ce comportement panique, donc irrationnel, survient, il arrive dans une circonstance très particulière. Notamment, les chercheurs ont repéré que quand il y a un manque d'informations, ou bien l'individu se sent piégé dans une situation, ou bien l'individu se sent impuissant collectivement dans un groupe, tous ensemble, ils ne savent pas quoi faire s'échapper de menaces. Donc ces conditions-là favorisent justement de ce comportement dit panique, mais en tout cas, voilà, évalué comme irrationnel après le fait. Et troisièmement, donc dans les faits, ce qu'on appelle panique, c'est plutôt une réaction peur aiguë, souvent manifestée dans une forme d'une fuite, mais cette fuite-là n'est pas forcément adaptée à la situation, ni irrationnelle.
Et ce comportement n'implique en rien une perte de contrôle de soi. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui, quand il y a un incendie dans un immeuble, il y a un habitant qui a sauté du balcon et malheureusement, par exemple, mort. Mais parfois, les médias qualifient ce comportement comme la personne a pris le panique. Mais en fait, lui, il a bien réfléchi dans la tête. Est-ce qu'il a fait de calcul de risque, soit rester bloqué dans l'immeuble incendié? Pardon, Reiko, je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais bien le micro, parce qu'on ne vous entend pas sinon. Ah oui, pardon, désolé, c'est toujours... Sinon, si vous préférez, vous pouvez monter sur le pupitre, hein, comme ça, vous n'avez pas à vous soucier du micro. Ah oui, peut-être. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, hein. Pardonnez-la, en plus vous l'avez compris, Reiko est d'origine japonaise, le français n'est pas votre langue première, donc doublement bravo. Oui, voilà, donc merci. Ça va mieux peut-être, comme ça, oui. Et donc, voilà, je voulais dire qu'en fait, la personne qui a sauté de balcon, il a bien réfléchi, donc ce n'était pas irrationnel pour ce calcul de risque pour lui, essayer de sauter de balcon avait plus de chances de survie. Donc, le deuxième mythe de passivité de la population, mais la recherche empirique dit que la population s'engage de manière proactive, qui ont été justement montrés par ces témoignages. En fait, la population des citoyens sont des premiers secouristes, sauvant souvent la vie de leurs proches, leurs voisins et les membres de communautés. Et les chercheurs dit qu'en fait, souvent après la catastrophe, il y a un phénomène qu'on appelle convergence. Donc, convergence des personnes, des citoyens et de matériaux de secours qui arrivent sur le lieu d'impact et qui forment justement les communautés altruistes. Et ça, souvent, après une grande catastrophe, par exemple, le cas de dernière, en fait, justement, le grand séisme qui a frappé le Japon en 2011, il y avait à peu près 5 millions de citoyennes qui sont arrivées sur place pour essayer d'aider des sinistrés, des survivants. Troisièmement, en fait, à part ces initiatives individuelles, aussi sur place d'impact, souvent, les situations des citoyens ou des survivants se forment un groupe et qui essaie d'aider des autres survivants. Et dans la recherche, on appelle ça des groupes émergents des citoyens. Émergentes parce que ces groupes d'initiatives qui n'existaient pas avant, donc qui émergent après une suite d'une catastrophe, des citoyens se forment un groupe d'entraide. Et le potentiel, comme c'était souligné par Olivier tout à l'heure, le potentiel de ces ressources et des créativités de ces initiatives citoyennes est souvent malheureusement mal reconnu ou considéré un peu comme perturbateur pour les réponses officielles, donc parfois soit ignoré ou le cas pire, c'est un peu limité. Ou un peu, oui. Pardon, c'est bon, excusez-moi. Donc, troisième mythe, le comportement déviant parmi les populations. Et aussi, dans la recherche, pareil, a démontré depuis des années que ce genre de comportement, donc se manifester en forme de vandalisme, bien le pillage, arrive très rarement après la catastrophe. Et quelques chercheurs même ont suggéré qu'après une catastrophe, le taux de criminalité baisse. Et le vandalisme et les pillages servent surtout au cas d'émeutes et de violences urbaines, pas forcément dans une situation de catastrophe. Et dans le cas des émeutes, souvent, ce genre de comportement, qualifié souvent comportement criminel au lieu de comportement déviant, et surtout l'expression de protestation et d'un mécontentement. Et que il faut distinguer ce comportement déviant en situation de catastrophe et situation de violence urbaine. Et ensuite, je voudrais parler de quelques formes de participation citoyenne. Et avant la crise, donc dans la prévention et préparation
comment on peut concrètement mobiliser les citoyens dans ces préparations. Et la recherche dit qu'il y a quelques facteurs qui influencent cette participation ou favorisent la participation. Le premier élément, c'est l'expérience intérieure de chacun. Donc, si quelqu'un a déjà vécu une catastrophe avant, évidemment, cette personne est plus sensible à participer dans la prévention et préparation à la catastrophe. Deuxième élément, c'est la perception de risque de chacun. Et troisièmement, c'est le statut de la personne, le statut socio-économique d'un individu qui influence, qui est de facteurs qui influencent la participation de cette personne. Et donc, ce qu'on peut résumer, c'est que la population se prépare au risque perçu comme éminent, donc perçu comme c'est probable qu'une catastrophe arrive, et la population participe à la prévention quand ce risque est maîtrisable, perçu maîtrisable. Et l'exemple de catastrophe donc, à laquelle on a du mal pour la population a du mal à se préparer, c'est typiquement la catastrophe nucléaire. Parce que l'occurrence de catastrophe nucléaire est dite assez rare, et puis aussi les conséquences, soit maîtrisables ou pas. Donc, le type catastrophe nucléaire, c'est souvent difficile de mobiliser la population, justement, c'est pour cela. Et tout à l'heure, il y avait aussi la présentation sur la culture de risque. Et évidemment, aussi, Madame Rigai a parlé aussi du cas au Japon, d'où je viens. Et je pense qu'en fait, culture de risque, il n'y a pas que juste sensibiliser la population. Je pense que la France peut aller même au-delà du Japon en faisant de la co-construction. Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'informer et sensibiliser la population, je pense en amont déjà, on essaie de co-construire, par exemple, le plan d'urgence, le plan d'évacuation, le plan de confinement, ce qu'on a vécu, par exemple, pendant les crises de Covid. Donc, au lieu de sensibiliser et informer, on peut construire ensemble depuis en amont. Et ça change en fait complètement les sens de perception de risque des citoyens, parce qu'en fait, les citoyens, finalement, approprient ce plan. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'informer, sensibiliser avec de brochures et sur le pub, sur la télé, mais il faut co-construire depuis le début. Et je pense que c'est une manière assez efficace de créer cette culture de risque. Et aussi, une astuce aussi pour faire cela, c'est que pour construire, au lieu d'organiser une nouvelle consultation, par exemple à la mairie ou autre chose, pour inviter la population de citoyens de venir pour parler de risque, je pense que c'est mieux que les autorités, soit locales ou étatiques, se déplacent envers les citoyens. Ça veut dire qu'on a déjà essayé de faire ce genre de sensibilisation via les activités existantes, déjà les événements existants, donc le moment de festivité, ou bien je pense aussi par exemple les assemblées de copropriétaires, ou bien les réunions de parents d'élèves à l'école, ce genre de réunions, des assemblées existantes dans le quartier, on peut utiliser ce genre d'événements existants, ressources existantes, pour justement créer ou co-construire le plan d'urgence ou de la culture de risque. Alors, donc, après la catastrophe, je voudrais parler un petit peu de collaboration possible entre les autorités, soit étatiques, locales, et les citoyens, dans la réponse aux catastrophes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, après une catastrophe, souvent,
c'est le moment de grandes manifestations de solidarité entre les citoyens. Et ces initiatives citoyennes jouent un rôle crucial, surtout quand l'ampleur de catastrophe dépasse la capacité d'autorité, ou bien dans un cas de grand séisme, par exemple, des secouristes officiels, formels, n'arrivent pas à arriver sur le site d'impact. Et ce moment de vide d'initiatives citoyennes ou d'activités, actions d'entraide entre les citoyens joue un rôle vraiment crucial. Et aussi, je voudrais parler aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle forme d'engagement citoyen, notamment, par exemple, il y a justement le volontariat numérique, comme OpenStreetMap ou HAND, donc Hackers Against Natural Disasters, créé par M. Musquet, qui va présenter, je pense, cet après-midi. Voilà, j'ai très hâte d'écouter sa présentation. Donc, il y a différentes formes d'initiatives citoyennes qui se multiplient aujourd'hui. Et avec toutes ces formes d'engagement citoyen, il y a, pour collaborer avec ces initiatives, la recherche dit qu'il y a deux formes de collaboration. Premièrement, c'est la forme dite intégration. Par exemple, les réserves communales de sécurité civile qui existent en France, par exemple, ça fait partie de cette première forme de collaboration. Ça veut dire qu'en fait, les citoyens bénévoles qui ont des volontés de devenir bénévoles, qui sont pré-enregistrés dans le système, donc là, l'identité est déjà validée et formation est donnée. Donc les citoyennes bénévoles sont intégrés dans le système officiel de la réponse. Et deuxième forme, c'est ce qu'on dit souvent comme forme d'adaptation ou cohabitation, où des autorités, des réponses formelles et la réponse de citoyennes coexistent en faisant la coordination de chaque activité, tout en respectant la différence de culture, aussi de différence de but, différence aussi de mode d'opération. Et ça s'était manifesté, par exemple, en 2005 au Japon, quand il y a eu un grand séisme à Kobe. Des volontaires, donc des citoyens, ont formé un groupe ces citoyens commençaient à s'occuper des campements ou bien des logements temporaires qui étaient établis par les autorités. Et donc, ce sont des groupes de citoyens qui ont organisé la distribution de nourriture, justement pour aider les survivants de vivre à peu près agréablement dans ce lieu de logement temporaire, et tandis que les autorités locales, ils se sont concentrés sur la reconstruction des infrastructures, mais ces autorités locales aussi ont reconnu leur activité, donc ils ont fait, tous les deux coexistaient en faisant la coordination, et ça c'est la deuxième forme, donc ce qu'on appelle d'adaptation ou cohabitation. Donc il faut, je pense, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'anticipation. Après une catastrophe, il y a non pas seulement les citoyens qui sont déjà enregistrés comme bénévoles qui s'activent, mais aussi il faut toujours anticiper, il y a d'autres formes d'activités citoyennes qui se forment après la catastrophe et avec de manière très créative, qui essaient de combler le vide qui était laissé parfois par des autorités parce que l'ampleur de catastrophe, souvent dépasse la capacité. Pardon Raiko, je vais devoir vous demander de conclure puisqu'on a un timing à respecter. Merci beaucoup. Ça c'est parfait parce que c'est la dernière slide. Super. Et le défi. Super. Donc en fait, défi de cette collaboration entre les autorités et les citoyens. Donc il y a plusieurs défis qui ont été déjà suggérés par la recherche, donc assez évident, donc des tâches supplémentaires pour les autorités, niveau personnel, logistique, communication, coordination avec ces activités citoyennes. Et deuxième défi,
qui était soulevé, c'était le manque souvent de qualification, de formation, d'équipement de la part des citoyens, et donc justement qui nous amène à la question de la sécurité et des responsabilités des citoyens. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu aussi le mot de responsabiliser les citoyens. En tout cas, la responsabilité de protéger les citoyens reste avec l'État. Et qu'en fait, responsabiliser les citoyens, c'est plutôt, je voudrais parler pour qu'en fait, des citoyens, parce que des citoyens s'activent de toute façon, sans État. Donc, en fait, ce qu'il faut changer un peu de perspective, de dire, donc, des citoyens s'entraident et forment un groupe d'entraide, mais comment on peut mieux collaborer, comment mieux anticiper ces mouvements-là, ces activités-là, comme ça, on peut répondre mieux à la catastrophe. Et donc, je voudrais évoquer le dernier moment pour le défi, ce qui est, moi, je trouve, aussi venant du terrain, ce qui est pour moi très important, c'est ce rôle de la confiance mutuelle. Et pour nouer cette confiance, la compétence, souvent on dit que voilà, il faut démontrer la compétence et la bonne volonté. Mais les deux éléments ne suffisent pas, malheureusement. Je pense, à mon avis, il faut avoir le troisième clé, c'est cette nécessité d'empathie. Ça veut dire que les populations doivent sentir que les autorités les comprennent leurs besoins, les autorités comprennent leurs souffrances, et cette empathie-là est très importante pour nouer cette confiance entre les autorités et les citoyens. Et deuxièmement, c'est aussi de communication bidirectionnelle. Donc, si les autorités arrivent à créer des canaux de communication, mais pas d'un côté à l'autre, mais plutôt de mutuel pour partager, échanger. Et ça crée aussi ambiance de confiance. Et ambiance pour la confiance. Et le dernier mot, c'est que soit moi-même, effectivement, aujourd'hui, je travaille comme chercheuse, et aussi il y a des personnes, je pense, dans ces salles qui travaillent pour les agences étatiques ou bien pour les municipalités. En fait, les gestionnaires de crise et catastrophes restent des citoyens. Moi-même chercheuse, mais je suis citoyenne aussi. Donc, il faut toujours, quand on parle de préparer à la catastrophe, il faut toujours penser comment moi-même en tant que citoyen va réagir et ça, voilà, comment on peut se préparer en tant que citoyen. Voilà, merci. Merci à vous, Reiko.